Quand tous les pays se précipitent vers l'or, pourquoi la Russie fait-elle tout le contraire? 2025 bat tous les records. Plus de 800 tonnes d'or achetées par les banques centrales, un des plus puissants cycles d'accumulation de l'histoire moderne. La Chine achète, l'Inde achète, le Kazakhstan aussi. Bref, tout le monde, ou presque, semble s'accorder sur une chose. Face à l'incertitude, l'or reste le seul actif qui inspire encore confiance. Et là, sur cette scène où tous courent dans le même sens, la Russie surprend tout le monde, en vendant une partie de ses réserves au sommet historique du cours de l'or. Imaginez la scène. Alors que le monde entier se rue dans un bunker doré, Moscou ouvre la porte et sort tranquillement, à contre-courant. De quoi déclencher une tempête d'interprétation. Pour certains médias occidentaux, pas de doute. La Russie vend son or parce qu'elle est dos au mur. Les titres anxiogènes s'enchaînent. Moscou liquide ses réserves. La Russie mange ses bijoux de famille pour survivre aux sanctions. Même à l'intérieur du pays, les voix s'élèvent. C'est grave. Le stock d'or, c'est le symbole ultime de la stabilité. S'il disparaît, tout vacille. Est-ce le signe d'une panique financière, d'un épuisement des ressources, d'une fuite en avant? Ou bien au contraire, un mouvement stratégique froid, calculé, pragmatique, dans un contexte où le dollar change de statut et où l'accès à la finance mondiale se complique? Regardons les faits. Côté chiffres, la Russie a réduit ses réserves d'or monétaire de 75 à 74,3 millions d'onces. Moins de 1% de baisse en volume, mais, et c'est là que ça devient intéressant, la valeur de ce stock a bondi, passant de 190 à près de 384 milliards de dollars sur la même période. Donc, même en vendant un peu, la Russie se retrouve avec un trésor qui vaut presque 2 fois plus qu'il y a 1 an et demi. Quant au Fonds national de bien-être, il a vu ses avoirs en or chuter de près de 10% en 4 mois. Oui, l'or est utilisé pour alimenter le budget face aux sanctions, mais faut-il y voir un feu rouge ou une opportunité exploitée au meilleur moment? La confiance dans la stabilité financière du pays, la valeur du patrimoine national, la crédibilité face au marché, tout cela se joue ici. Car si vendre son or sur un sommet de prix, c'est de la panique, alors comment expliquer que la Russie n'ait pas touché à ses réserves pendant des années, qu'elle continue de produire massivement, ou que la plupart de ce qu'elle vend reste sur le marché intérieur ou part à l'export? S'agit-il d'une gestion de crise intelligente ou d'un aveu de faiblesse? Avant de trancher, posons-nous une question simple. Et si la Russie, plutôt que de subir la pression, utilisait la situation pour maximiser ses marges et adapter sa stratégie au nouveau monde financier? Pour le comprendre, il faut aller au-delà des gros titres et des peurs, plonger dans les chiffres et démêler ce qui relève du calcul et ce qui relève de la panique. Alors, que disent vraiment les faits? Pour le savoir, analysons ensemble les données concrètes et les arguments de ceux qui tirent la sonnette d'alarme. Les réserves d'or, ce n'est pas qu'une ligne de bilan, c'est un symbole national et un outil de politique économique. Depuis toujours, l'or fascine. Dans l'imaginaire collectif, posséder de l'or, c'est garantir la stabilité, la souveraineté, l'indépendance. C'est l'ultime rempart, la caisse noire d'un pays. On pense à des lingots cachés dans des coffres inviolables, à l'abri des crises, à l'abri du temps. Mais dans la réalité, la gestion de l'or n'est jamais purement symbolique. C'est une question de chiffres, de stratégie, d'opportunité. Et c'est là que la Russie surprend. Au moment où la majorité des États mondiaux accumulent l'or à un rythme inédit, Moscou fait l'inverse. En pleine flambée des prix, la Russie vend une petite fraction de ses réserves. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de spéculation dans les médias. Vente panique, faillite, dernière cartouche. Les titres sont alarmistes, les analyses souvent à charge. Pourtant, quand on regarde les chiffres, la réalité est beaucoup plus nuancée. D'abord, parlons d'échelle. La Banque centrale russe détenait environ 2330 tonnes d'or, valorisées récemment à près de 384 milliards de dollars. La vente qui a tant agité les médias, moins d'1% du stock physique total. C'est à peine une goutte dans l'océan des réserves nationales. Mais ce qui bouleverse, c'est le symbole. L'or, censé rester intouchable,
devient soudain un actif monétisé. Pire, la Russie n'a plus acheté d'or pour ses réserves depuis 2020. Depuis 6 ans, pas un gramme supplémentaire n'est venu gonfler le stock de l'État. Tout ce qui est produit dans le pays part à l'exportation ou reste sur le marché intérieur. La réserve d'or publique ne grossit plus, elle se consume, lentement mais sûrement. Le Fonds national de bien-être, autre pilier de la stabilité budgétaire russe, n'est pas épargné. Il a diminué d'environ 10% en seulement 4 mois. Cette fonte rapide, couplée à l'arrêt de l'accumulation, alimente la peur d'un épuisement, d'un affaiblissement. Et pour cause, dans le contexte des sanctions internationales, la Russie doit trouver des liquidités. D'où le geste fort. Le ministère des Finances puise dans l'or, qu'on croyait sacré, pour boucher des trous budgétaires ici et maintenant. L'or devient un matériau, un outil de gestion courante, non plus une relique à sanctuariser. Ce qui inquiète l'opinion, c'est la perte soudaine de ce sentiment d'abondance. Avant, on rassurait. L'or est là, intouchable. Aujourd'hui, on constate qu'il circule, qu'il s'utilise, qu'il peut se réduire, et cette bascule crée du doute, de l'émotion, parfois même de la panique. Les titres chocs se multiplient, la confiance s'érode. Certains y voient le signe d'une crise larvée, d'une perte de contrôle, voire d'un effondrement prochain. Mais attention, confondre gestion active et panique, c'est se tromper d'analyse. L'émotion brouille vite la lecture des signaux économiques. Ce n'est pas parce que l'on vend une partie de l'or que l'on court à la catastrophe. Ce n'est pas parce que la réserve diminue légèrement que tout s'effondre. Pourtant, l'impression d'une sécurité éternelle, presque mythique, se fissure. Et cela a un impact direct sur la confiance du public, dans la monnaie, dans la solidité de l'État, dans la capacité à traverser les tempêtes. Alors, que signifient réellement ces chiffres? La Russie est-elle en train de dilapider ses bijoux de famille ou d'optimiser intelligemment ses actifs pour s'adapter à une nouvelle donne mondiale? C'est là que tout se joue, car comprendre la différence entre une gestion de crise éclairée et une vraie perte de contrôle, c'est protéger son patrimoine, sa stabilité, et ne pas se laisser manipuler par le bruit ambiant. Mais regardons ces mêmes chiffres avec une autre perspective, sans émotion ni agitation. Et si vendre de l'or au plus haut était, non pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sang-froid? C'est la question qui dérange, surtout quand on regarde de plus près ce qui s'est passé à Moscou ces derniers mois. Pendant que les banques centrales du monde entier se ruent pour acheter des tonnes d'or, la Russie, elle, décide d'en céder une partie, précisément lorsque le prix culmine à plus de 5 400 $ l'once. Beaucoup dans les médias se sont empressés de parler de « vente panique », d'aveu de faiblesse économique. Mais les chiffres, eux, racontent une autre histoire. Commençons par les faits. Ces dernières années, la valeur des réserves d'or russes est passée de 180 à 384 milliards de dollars, soit un doublement pur et simple, alors que le volume, lui, n'a pratiquement pas bougé. Autrement dit, Moscou a gardé son stock mais, grâce à l'ascension fulgurante du cours de l'or, a vu la valeur de sa réserve exploser. Et c'est justement sur ce pic historique que la Russie procède à une vente limitée. Est-ce qu'on liquide tout? Non. Il s'agit d'une prise de bénéfice sur un actif qui a doublé de valeur, un geste de gestionnaire, pas de joueur paniqué. Cette opération, c'est ce que les experts appellent la fixation de la plus-value. Vendre une petite fraction d'un actif au moment le plus favorable pour garantir un gain réel et concret. C'est une approche aux antipodes de la panique. Les marchés financiers le savent bien. Il ne faut jamais laisser son capital prisonnier de la volatilité, surtout quand on a l'opportunité de transformer une réserve dormante en liquidité stratégique. Mais pourquoi cette stratégie aujourd'hui? Pour comprendre, il faut revenir à un événement clé. Le gel par l'Occident de 300 milliards de dollars de réserves russes en 2022. D'un coup, une partie considérée comme ultra sûre, placée dans des banques occidentales, n'était plus qu'une ligne sur un écran, inaccessible. Le message était clair. Ce n'est pas parce que c'est du dollar ou de l'euro que c'est à l'abri. Résultat, la Russie s'est retrouvée, très concrètement, avec seulement 2 actifs réellement liquides et sous contrôle national, le yuan chinois, et son or, bien stocké sur le territoire russe. Dès lors,
Moscou fait évoluer sa doctrine. Fini le matelas de sécurité intouchable. L'or devient un outil de gestion active, structuré dans une nouvelle formule de réserve, 60% yuan, 40% or. L'objectif? Sécuriser ce qui ne peut être gelé ou confisqué et maintenir la flexibilité financière. Ce n'est plus une question d'idéologie ou de symbolique, mais d'adaptation à une réalité géopolitique brutale. Et l'avantage russe ne s'arrête pas là. Contrairement à la plupart des pays, qui achètent de l'or sur le marché mondial à prix fort, la Russie est l'un des plus grands producteurs d'or de la planète. Son or, elle ne l'importe pas. Elle le sort de ses propres mines, le raffine dans ses usines et le revend sur le marché international. La différence entre le coût d'extraction et le prix de vente à plus de 5 400 $ l'once, c'est un bénéfice net qui retourne directement dans l'économie russe. C'est un atout structurel majeur. Alors que d'autres épuisent leurs devises pour acheter du métal, la Russie transforme ses ressources nationales en cash, tout en gardant un coussin de réserve solide. Il faut comprendre que depuis 2020, la Banque centrale russe a arrêté d'acheter de l'or pour ses réserves. Non pas parce qu'elle n'en avait plus besoin, mais parce que le marché mondial était avide. Résultat, l'or extrait continue d'alimenter l'exportation, générant un flux de devises fraîches, dont une partie vient renforcer la stabilité du rouble. Cerise sur le gâteau. La Russie ne se contente pas de vendre de l'or brut. Elle investit massivement dans la transformation, la création de clusters industriels, la chaîne de valeur complète, pour maximiser chaque tonne extraite. C'est une logique de pays producteur, bien loin du cliché du coffre qui se vide. Quand on fait le bilan, c'est tout le contraire d'une gestion de crise désespérée. D'un côté, les réserves d'or augmentent en valeur. De l'autre, la Russie exploite sa position unique de producteur pour générer des revenus records sur le marché international. Ceux qui bradent leur stock sans plan B sont en difficulté. Ceux qui vendent stratégiquement ce qu'ils produisent eux-mêmes, au meilleur moment, font tout simplement du business. Le vrai risque pour le public, c'est de se laisser piéger par les récits alarmistes, de tout interpréter en mode panique, ou pire, de passer à côté d'une leçon de gestion stratégique. Savoir si une décision relève de la panique ou du calcul, ça ne change pas seulement notre perception d'un pays, mais aussi notre capacité à protéger nos propres actifs, à comprendre la solidité d'une monnaie et à éviter les erreurs d'analyse qui coûtent cher. Alors, la Russie a-t-elle paniqué? Ou a-t-elle simplement adapté son jeu aux nouvelles règles du système financier mondial, transformant une sanction en opportunité? Voilà la vraie question. Mais pour y répondre, il faut lever les yeux du cas russe et regarder ce que font les autres. Voyons maintenant comment le reste du monde réagit, et ce que cela révèle vraiment. Et si la panique mondiale n'était qu'un effet secondaire d'une sanction mal calculée? Regardons de plus près ce qui se joue vraiment derrière la ruée vers l'or et l'emballement des médias. Ce que l'on observe, c'est un véritable phénomène inédit. Jamais les banques centrales n'avaient acheté autant d'or qu'aujourd'hui. Selon le World Gold Council, rien que l'an dernier, plus de 800 tonnes d'or ont été acquises par les institutions monétaires. Pour mettre en perspective, c'est une frénésie d'achat qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 10 ans. Et la tendance se maintient. Le monde entier semble pris d'une fièvre de l'or. Mais pourquoi? Derrière cet appétit soudain, il y a une leçon tirée par toute une série de pays. La Turquie, la Chine, le Kazakhstan, l'Inde. Tous ont assisté, l'œil grand ouvert, au gel des avoirs russes, ces fameux 300 milliards de dollars soudainement paralysés par un simple clic à Bruxelles. Le message était censé être une démonstration de force, un avertissement à tous ceux qui oseraient défier le système. Mais, ironie du sort, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Ce que les stratèges occidentaux voyaient comme une arme de dissuasion a en réalité semé la panique, non pas en Russie, mais partout ailleurs. Les banques centrales, inquiètes de voir leurs propres réserves potentiellement saisissables, se sont ruées sur le seul actif qui ne peut ni être gelé, ni confisqué: l'or. Un actif tangible, universel, indépendant de toute infrastructure occidentale. C'est là que le jeu des perceptions prend toute son importance. Le dollar, longtemps symbole de stabilité, commence à être vu comme un outil de pression, un levier politique. Et le monde réagit.
Plus question de jouer une partie où les règles peuvent changer au gré des intérêts de Washington ou de Bruxelles. La sanction, censée punir, a surtout donné naissance à une nouvelle méfiance systémique envers la devise américaine. C'est un effet boomerang rarement vu à cette échelle. Mais là où ça devient fascinant, c'est dans la comparaison entre les pays vendeurs d'or. Prenez la Turquie. Face à la chute de la lire, elle vend elle aussi une partie de ses réserves d'or pour défendre sa monnaie. C'est une mesure classique de gestion de crise. On vend pour éviter l'effondrement. Et comment cela est-il perçu? Ton sobre dans les grands titres. Gestion proactive. Mesures temporaires. Pas de panique, pas de scénario catastrophe. Comparez maintenant avec la Russie qui, elle, vend une petite fraction de ses réserves au moment où le cours de l'or atteint des sommets historiques. Une opération qui lui rapporte bien plus que si elle avait vendu il y a 3 ans, alors que ses réserves restent largement intactes, à près de 600 milliards de dollars. Dans ce cas, la presse internationale s'emballe. Liquidation massive, symptômes de faiblesse, signes de panique. Pourtant, la différence est évidente. La Turquie vend sous pression, la Russie vend par opportunité. Les montants ne sont pas comparables, les raisons non plus, mais l'emballage médiatique, lui, change du tout au tout. Ce double standard pose une vraie question. Comment un même fait, la vente d'or par une banque centrale, peut-il être interprété à ce point différemment selon le pays concerné? La réponse est aussi politique que psychologique. Quand c'est la Turquie, on relativise, on explique. Quand c'est la Russie, on dramatise, on prophétise l'effondrement. Ce n'est même plus une question de chiffres, mais de storytelling. Et c'est là que vous, spectateurs, avez tout à gagner à développer votre propre esprit critique. Une mauvaise lecture de la situation peut vous pousser à céder à la panique, à sous-estimer la capacité d'adaptation d'un pays ou à faire de mauvais choix pour votre propre patrimoine. Ne vous laissez pas hypnotiser par les gros titres, plongez dans les chiffres, dans le contexte, dans la logique économique derrière chaque décision. La Russie, forte de sa production nationale d'or, convertit un défi en source de profit. Elle vend au sommet, maintient ses réserves, renforce ses finances. Ce n'est pas de la panique, c'est du pragmatisme. Alors, après avoir exploré tous ces éléments, il est temps de se poser la question essentielle. Sommes-nous réellement face à une panique ou assistons-nous à une stratégie délibérée? C'est justement ce que nous allons trancher dans la prochaine partie. Ce n'est pas la première fois que la Russie doit adapter sa stratégie financière. Qu'apprendre de son expérience? D'abord, il faut reconnaître les faits bruts. Oui, la pression budgétaire est là. En 4 mois, le Fonds national de bien-être a perdu près de 19 tonnes d'or. Oui, les achats d'or pour les réserves sont à l'arrêt depuis 2020 et certaines règles budgétaires censées encadrer cette gestion ont été repoussées. Ce sont des signes de tension réels. Il ne faut pas les minimiser ni tomber dans l'angélisme. Ce serait tout aussi imprudent que de croire à un scénario de catastrophe immédiate. Mais regardons la photo complète. Malgré ces ventes, la Russie conserve une réserve d'or absolument massive. Près de la moitié, 47,5% de ses réserves internationales sont toujours en or. Et surtout, la valeur totale de ce stock a doublé en quelques années, passant d'environ 190 à 384 milliards de dollars. Autrement dit, même après avoir vendu une fraction minuscule, moins de 1% du stock total, la Russie s'est offert le luxe de renforcer sa liquidité sans toucher au cœur de sa forteresse. Et elle l'a fait à un moment exceptionnel. Vendre sur un sommet historique du prix de l'or, c'est maximiser chaque gramme cédé. On est loin des scénarios où l'on brade ses bijoux de famille dans la panique. La comparaison avec les années 90 est frappante. À l'époque, la Russie vendait son or sous la contrainte, à bas prix, pour répondre à une urgence financière, tout en dépendant de l'aide extérieure et des conditions imposées par le FMI. C'était une véritable saignée, sans alternative, qui laissait le pays vulnérable et affaibli. Aujourd'hui, la Russie ne vend qu'une infime part, dans un contexte où elle a su reconstituer ses réserves après le gel de 300 milliards de dollars à l'étranger. Elle n'a plus à négocier dans l'urgence avec des créanciers internationaux. Elle agit de façon proactive, choisissant le moment, le volume et le prix. Ce qu'il faut retenir ici,
c'est la différence de posture. Gestion active et opportuniste des réserves aujourd'hui versus vente forcée et subie hier. L'or n'est plus ce trésor gelé dans un coffre, symbole d'une époque révolue. Il est devenu un instrument vivant de la politique budgétaire, un levier que l'on active selon les besoins, mais aussi selon les opportunités de marché. C'est une adaptation pragmatique à la nouvelle réalité mondiale, où les sanctions, la mutation du dollar et la volatilité des marchés forcent à penser autrement la gestion des actifs stratégiques. Mais, restons lucides, cette stratégie n'est pas sans risque. Si la tendance à la vente devait s'installer durablement, si la pression budgétaire continuait d'éroder le stock d'or, la Russie pourrait se retrouver à terme dans une position plus vulnérable. L'or, c'est aussi une assurance pour l'avenir, surtout quand le système financier global est en pleine mutation. La discipline à long terme reste donc cruciale. Il ne s'agit pas de sacrifier la sécurité de demain pour répondre à l'urgence d'aujourd'hui. Pour vous, spectateurs et acteurs économiques, la leçon est claire. Il faut apprendre à lire entre les lignes, à distinguer une gestion de crise maîtrisée d'une véritable perte de contrôle. Ne vous laissez pas piéger par les gros titres anxiogènes ou les récits à sens unique. Analysez les faits, comparez les périodes, observez les proportions. Et surtout, gardez toujours en tête que la même opération, vendre de l'or, peut avoir des motivations, des portées et des conséquences radicalement différentes selon le contexte. En conclusion, quelles leçons tirer pour l'analyse personnelle et l'avenir? Après tout ce que nous avons vu, qui profite vraiment du nouvel âge d'or? C'est la question qu'il faut se poser, bien au-delà des titres sensationnalistes et des analyses superficielles. Parce qu'à y regarder de plus près, ce qui vient de se passer n'a rien à voir avec une panique improvisée, ni avec une faiblesse cachée. Non, ce que la Russie vient d'exécuter, c'est une opération sur le marché, au bon moment, au bon prix, pour un résultat qui, pour l'instant, parle de lui-même. On est très loin de la perte de contrôle ou d'une fuite précipitée face à la pression internationale. Imaginez, un pays qui, il y a à peine 3 ans, s'est vu geler 300 milliards de ses réserves en dollars, qui s'est retrouvé du jour au lendemain contraint de réinventer sa gestion financière. Pour beaucoup, cela aurait signifié la débâcle. Mais ce que la Russie a fait, c'est s'adapter, rapidement et froidement. Elle a recentré ses réserves sur 2 actifs, le yuan et l'or. Et cet or, justement, a doublé de valeur pendant cette période, alors même que la production domestique continue, que l'exportation rapporte des devises, que l'industrie se réorganise autour de la transformation de l'or. La vente partielle de réserves d'or, réalisée au sommet historique de 2400 $ l'once, ce n'est pas une braderie à prix cassé, ni une réaction de panique. C'est une gestion active, pragmatique, où chaque once vendue rapporte le maximum, tout en préservant la flexibilité du budget national, sans recourir à l'endettement extérieur. L'or, dans ce contexte, devient un instrument budgétaire vivant, pas une relique poussiéreuse. La Russie transforme une contrainte brutale, l'exclusion du dollar et des marchés occidentaux, en opportunité, en utilisant son atout, sa capacité à produire et à exporter l'or dont le monde a, plus que jamais, besoin. Mais voilà ce qu'il est essentiel de comprendre. S'informer en profondeur, c'est s'armer contre les manipulations et les narrations biaisées. Parce que si vous vous limitez aux gros titres qui crient à la panique, vous risquez de passer à côté de la vraie dynamique en jeu. Et, concrètement, de mal protéger votre propre patrimoine. Ce qui se joue là, ce n'est pas seulement la stratégie d'un pays sous pression, c'est un laboratoire, en temps réel, de la façon dont une nation peut reprendre la main sur ses actifs, même dans un environnement hostile. Regardez la situation en face. Ceux qui ont gelé les réserves russes espéraient enfermer la Russie dans un piège. Mais en réalité, ils ont accéléré la transformation du système monétaire mondial. Le dollar, autrefois roi incontesté, perd sa place de valeur refuge parce que, désormais, il peut être utilisé comme une arme. Et face à une monnaie dont la fiabilité dépend des intérêts géopolitiques de son émetteur, que font les banques centrales du monde entier? Elles se ruent sur l'or. La Russie, elle, se retrouve paradoxalement en position de force. Elle contrôle l'un des actifs les plus recherchés de la planète,
alors même que ceux qui la sanctionnent dépendent de plus en plus de ce même actif pour sécuriser leurs propres économies. Est-ce une situation facile? Non. Les pressions sont réelles et il ne faut pas les minimiser. Si l'État russe devait continuer à vendre de l'or à long terme pour équilibrer son budget, il y aurait des risques à surveiller, et même les experts russes le reconnaissent. Mais aujourd'hui, au sommet du prix, la vente n'est pas une capitulation, c'est une manœuvre calculée, une adaptation forcée mais efficace. C'est la marque d'une gestion de crise intelligente, pas d'une perte de contrôle. Et c'est précisément là que réside la leçon à retenir pour chacun d'entre nous. Savoir distinguer entre gestion active et panique, entre adaptation intelligente et fuite en avant, c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe réellement dans le monde et pour protéger ses propres intérêts. Alors, si vous voulez continuer à décrypter l'économie sans vous laisser submerger par la peur ou la propagande, abonnez-vous. Ici, on analyse, on ne dramatise pas. Parce qu'au fond, qui profite vraiment du nouvel âge d'or? Ceux qui savent voir au-delà des apparences.